Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on va parler de la pression artérielle sanglante. On va commencer par une définition et l'intérêt de la question. Les indications de la pression artérielle sanglante, comment est-ce que la technique, quelle est la courbe normale et les variations de la courbe de pression artérielle. On parlera ensuite de la delta pp, des complications de la pose d'une voie artérielle, comment entretenir une voie artérielle et on finira par une conclusion. Alors ce qu'on appelle pression artérielle sanglante ou PAS, c'est en fait la mesure invasive de la pression artérielle, contrairement à la mesure non invasive qui se fait grâce à un brassard qui peut être mis soit au niveau du bras, soit au niveau de la jambe. Alors la PAS ou la mesure invasive de la pression artérielle, elle est plus précise. D'ailleurs, elle a tendance à donner des résultats de pression artérielle systolique plus élevée de 5 mm de mercure et de pression artérielle diastolique plus bas de 8 mm de mercure. C'est également un moyen de monitoring hémodynamique très performant. On peut mesurer le débit cardiaque, la delta pp dont on parlera tout à l'heure, les résistances vasculaires systémiques, etc. Elle peut également servir pour effectuer des gazométries itératives, donc on aura moins recours à des ponctions itératives du patient et le patient sera évidemment plus confortable. Et enfin, elle permettra de titrer la dose de vasopresseur à donner selon la réponse du patient, donc selon son débit cardiaque et selon ses résistances vasculaires. Et on peut noter l'effet immédiat des drogues vasoactives qu'on va utiliser. Alors ici, c'est une étude comparative entre la mesure invasive de la pression artérielle et la mesure non invasive. Et on voit que pour la pression artérielle diastolique, la plupart des points sont situés en dessous de la ligne, alors que pour la pression artérielle systolique, la plupart des points sont situés au-dessus de la ligne, alors que pour la pression artérielle moyenne, ben finalement, c'est presque pareil. Donc on se rend compte que la pression artérielle non invasive a tendance à sous-estimer la systolique et à surestimer la diastolique. On a donc des biais de mesure qui sont très importants, ce qui signifie qu'il existe une supériorité de corrélation clinique entre la pression artérielle invasive et la pression artérielle non invasive. C'est-à-dire qu'en gros, pour une même mesure, la pression artérielle invasive se rapproche plus de la réalité du patient que la pression artérielle non invasive. Alors, quelles sont ces indications? Il y en a quatre qui sont la plupart du temps retrouvées dans différentes recommandations. On a les interventions majeures ou hémorragiques comme la chirurgie cardiaque, la chirurgie vasculaire, hépatique, rénale. Les patients aux antécédents cardiovasculaires et notamment les cardiopathies ischémiques. La nécessité de surveiller la gazométrie de façon itérative, c'est le cas par exemple des acidocétoses diabétiques ou des myopathies hypoxémiantes, ou encore des chirurgies qui nécessitent une hypotension contrôlée, comme dans le cas de la chirurgie rhinologique ou la neurochirurgie. Alors, quelle est la technique de pose d'une voie artérielle? Alors, ça nécessite quatre étapes, une asepsie rigoureuse, la pose d'un cathéter artériel, la liaison avec une tubulure et un capteur de pression, et enfin le traitement du signal par un oscilloscope qui va nous dessiner la courbe de pression artérielle. Alors, les règles d'asepsie, évidemment, c'est une asepsie chirurgicale avec double badigeonnage à la bétadine, le port de gants stériles, d'une camisole chirurgicale et enfin la pose d'un champ opératoire perforé au niveau du site de ponction. Ensuite, quels sont les abords vasculaires qui sont possibles? Ici, on a à gauche les abords vasculaires du membre supérieur et à droite les abords vasculaires du membre inférieur. Évidemment, l'artère radiale est à utiliser en première intention car il existe une circulation de suppléance, c'est l'artère ulnaire. Ensuite, si on n'arrive pas à trouver l'artère radiale, on utilisera l'artère brachiale en deuxième intention, mais elle est très inconfortable parce que le patient n'aura pas le droit de plier le bras et il n'y a pas de circulation de suppléance en cas de thrombose. L'artère ulnaire, si échec des autres voies, car il n'y a pas de suppléance et c'est une artère de très faible calibre, donc on aura une courbe qui sera pas en fait représentative d'une artère périphérique. Et enfin l'artère axillaire, si toutes les voies périphériques ne sont pas accessibles, elle est très inconfortable car elle nécessite une position en abduction de l'épaule du patient et elle donnera une courbe d'aspect plutôt central qui va ressembler à une courbe aortique ou une courbe iliaque. Pour les abords vasculaires du membre inférieur, quand on n'est pas dans le cadre de l'urgence, si c'est un patient qui est programmé, c'est un patient qui est stable sur le plan hémodynamique, c'est l'artère pédieuse qui doit être utilisée en première intention car il existe une vascularisation de suppléance. Sinon, c'est l'artère fémorale qui est la voie d'urgence, utilisée en deuxième intention sur le membre inférieur, mais il n'existe pas de suppléance en cas de thrombose.
Et enfin, l'artère tibiale postérieure, c'est une artère de très faible calibre qui est très profonde, difficilement accessible, et elle n'est utilisée qu'en cas d'échec des autres voies. Alors, dans cette présentation, on va s'intéresser surtout à l'artère radiale et à l'artère fémorale avec leur technique de pose de cathéter. Alors, pour l'artère radiale, il faudra commencer bien évidemment par vérifier la présence d'une vascularisation de suppléance par le test d'Allen. Donc, on effectue une compression bimanuelle sur le trajet de l'artère radiale et de l'artère ulnaire. Puis, on retire le doigt qui comprime l'artère ulnaire et on voit s'il existe un retour à la coloration cutanée normale rosée de la peau. Ensuite, il faudra préparer le matériel, donc compresse stérile, tubulure, cathéter, seringue, purgée, un bistouri pour ouvrir la voie à l'introducteur et enfin un fil de suture. Alors comment est-ce qu'on effectue cet abord radial? D'abord, il faut poser un bio sous le poignet du patient pour bien exposer notre artère radiale. Ensuite, on doit palper le pouls. Puis, on va ponctionner l'artère grâce à une seringue avec une aiguille très gros calibre. Ensuite, on va introduire le désilé. Bien sûr, la ponction doit se faire comme pour une gazométrie, en fait, à un angle entre 30 et 45 degrés. Puis, on introduit le désilé une fois qu'on a un retour artériel. Ensuite, on effectue une incision au point de ponction pour faciliter le passage et l'introduction du cathéter. Et une fois le cathéter en place, on peut le lier à sa tubulure avec capteur de pression et deux points de suture de chaque côté pour bien fixer notre voie artérielle. L'abord radial peut se faire de façon éco-guidée. Quels sont les bénéfices de l'éco-guidage? En fait, il va améliorer le taux de réussite au premier essai. Plus on va essayer de ponctionner l'artère, plus on va l'exposer au traumatisme, on va l'exposer aux hématomes. Et donc, on est bien heureux en fait de réussir cet abord radial au premier essai. Il diminue le temps nécessaire pour la mise en place du cathéter, notamment si on est dans le cas de l'urgence. On ferait mieux de placer l'abord artériel le plus rapidement possible. Et évidemment, il diminue le taux de complications. Pour l'abord fémoral, c'est pratiquement la même technique. On va palper le pouls au niveau du triangle de Scarpa. Ensuite, on va ponctionner directement l'artère, toujours avec un angle, mais cette fois-ci qui va de 45 à 90 degrés. Introduction du désilé une fois qu'on a le retour artériel. Incision au point de ponction pour faciliter le passage et l'introduction du cathéter. Et ensuite, fixation et liaison à la tubulure avec tête de pression. Il faut savoir que cette méthode d'insertion du cathéter sur désilé, c'est ce qu'on appelle la méthode Seldinger, et c'est en fait la même méthode qui est utilisée par exemple pour placer un cathéter veineux central. Alors quels sont les critères d'une tubulure adéquate? Alors c'est une tubulure qui a une longueur limitée. Plus la tubulure est longue, plus elle va entraîner des variations dans notre courbe de pression. Il faut qu'elle soit de faible compliance, sinon notre onde de pression elle va être amortie par les parois de la tubulure. Et enfin, le nombre de robinets doit être limité pour diminuer l'espace mort. Et comment est-ce qu'on peut éliminer les artefacts de mesure de notre pression artérielle? Il ne faut pas oublier de mettre à niveau le capteur de pression au niveau de l'oreillette droite. C'est un petit peu comme pour la mesure de la pression veineuse centrale. Il faut évacuer toutes les bulles d'air qui sont présentes en des flushs systématiques. Il faut remettre à zéro en cas de changement de position du patient. On va voir comment est-ce qu'on fait pour mettre à zéro notre tubulure. Et enfin, l'utilisation de capteurs sensibles. Évidemment, le Moscare, c'est l'idéal, mais il y a certains scopes qui bénéficient d'une mesure non invasive de la pression artérielle. Alors, voici un petit peu comment s'effectue la mise en place du système. Alors, il y a tout d'abord la main du patient qui est liée à la voie artérielle. Ensuite, on a notre premier robinet par où on peut effectuer notre pression. Ensuite, le second robinet qui lui est lié au transducteur et au capteur de pression, qui ira vers le moniteur. Et il est également raccordé à un flacon de sérum salé isotonique avec 1 cc d'héparine ou 50 g d'héparine. Alors l'héparine est très importante dans la tubulure et dans ce sérum salé car elle va permettre d'éviter la formation de caillots dans notre tubulure et dans notre cathéter artériel, pardon. Évidemment, la présence de caillots va entraîner des artefacts de mesure.
Alors voici comment on effectue une mise à zéro de notre système. Alors ça c'est le cathéter veineux, cathéter artériel pardon, et ici c'est le premier robinet. Ici le robinet est fermé du côté euh, seringue. Par là c'est le côté lié au sérum hépariné, et par là c'est le côté patient. Lorsqu'on va fixer notre seringue, on a fermé le côté robinet et on a ouvert le côté patient, et ça c'est pour effectuer des prélèvements artériels pour par exemple une gazométrie en péropératoire. Lorsqu'on tourne le robinet de l'autre côté, il effectuera un flush thématique. Ensuite, si on a besoin d'injecter ou de purger, ben, on va faire la même chose. On va fermer le côté sérum hépariné, on va mettre notre seringue pour injecter cette eau, et ça ira directement du côté du patient, ce qui va faciliter un petit peu notre prise en charge en péropératoire. Alors une fois que nous avons mis en place notre système et une fois qu'il est lié à l'oscilloscope, donc au MustCare le plus souvent, vous voyez ici la courbe de pression artérielle normale qui contient à peu près 6 étapes. Alors la première étape c'est la numéro 1, c'est la montée de pression, qui correspond en fait à l'éjection systolique. Ensuite on a le pic de pression systolique, c'est en fait la pression artérielle systolique. Puis on a la première baisse de pression, c'est la diastole. Ensuite, on a l'onde dicrote en 4 qui correspond à la fermeture des valves aortiques, ici. Ensuite, on a la baisse de pression en diastole. Et en 6, c'est le minimum de pression ou la pression télédiastolique. Donc en fait, voici ce qui va nous intéresser, nous, pour notre courbe de pression. C'est 1, la pression artérielle systolique, ici en 2, et la pression artérielle diastolique, ici en 6. Ce qu'on appelle pression pulsée, c'est en fait la différence entre la pression artérielle systolique et la pression artérielle diastolique. Et la mesure ici en 2 et la mesure ici en 6, la différence c'est ce qu'on appelle la pression pulsée. Et l'air sous la courbe en systole, c'est-à-dire entre le 1 et le 4, entre la montée de pression et l'onde dicrote, c'est en fait le calcul du débit cardiaque. C'est pour ça que notre pression artérielle invasive va nous permettre de calculer d'autres paramètres que la simple pression artérielle systolique ou diastolique. Elle va nous permettre de calculer le PP, donc la pression pulsée et les variations de pression pulsée, mais également le débit cardiaque grâce à l'air sous la courbe. Alors ici, il faut savoir que cette courbe n'a pas une forme au hasard. Lorsque le cœur va éjecter le sang en systole, cette onde de pression qui va voyager du cœur vers les artères, en fait, elle aura une forme qui sera caractéristique. Elle va voyager tout au long du système artériel du patient, donc c'est ce qu'on appelle l'onde qui est antérograde. Et à chaque fois que cette onde de pression qui voyage du cœur vers les artères va rencontrer une bifurcation artérielle, elle va revenir vers le cœur grâce à une onde qui est rétrograde. Et lorsqu'on va sommer l'onde antérograde de systole et l'onde rétrograde en diastole, on va se retrouver avec la fameuse onde de pression qui est marquée par notre oscilloscope. Alors cette onde rétrograde, cette verte ici, elle peut être soit retardée, c'est le cas dans la majorité des cas chez les patients qui ont une forte, pardon, dont les artères sont très compliantes, mais lorsque les artères sont très faiblement compliantes, et ben l'onde rétrograde, elle va être plus précoce et elle va s'additionner à l'onde antérograde, ce qui va nous donner une pression pulsée qui est beaucoup plus importante par rapport à un patient dont la compliance est plutôt élevée. Donc quels sont ces facteurs de variation de compliance? Ben, on en a deux, c'est soit la localisation, soit l'âge et les comorbidités. On voit ici que plus on s'éloigne du cœur, donc plus on va vers la périphérie, plus, plus on a une grosse différentielle de pression artérielle, plus notre onde antérograde est proche de l'onde rétrograde. Donc on a en gros un élargissement de notre onde de pression et donc une diminution de la compliance des artères.
Et puis selon l'âge et les comorbidités, donc plus le patient est vieux et plus il a des comorbidités, diabète, hypertension, donc moins ses artères sont contractantes et plus on aura une pression pulsée, donc une différentielle de pression artérielle qui sera élargie. Enfin, il existe un phénomène très important qu'on appelle le phénomène d'amortissement ou le damping. Alors le phénomène d'amortissement, c'est un petit peu équivalent au ricochet. C'est-à-dire, est-ce que cette onde de pression va ricocher, elle va rebondir sur un obstacle ou pas? Alors ici en A, on a un phénomène de sous-amortissement ou de résonance. C'est-à-dire que lorsque cette onde de pression va voyager dans la tubulure, elle va résonner, elle va faire plusieurs rebondis avant d'arriver vers notre transducteur. Dans ce cas-là, on aura une onde de pression qui sera élargie, donc on aura un élargissement de la différentielle. La pression artérielle systolique sera surestimée et la pression artérielle diastolique sera sous-estimée. Et on voit ça lorsqu'on a des tubulures qui sont très longues, très étroites et faiblement compliantes. En B, ici, on a une courbe d'amortissement qui est normale. Donc ici, on a des tubulures de longueur adéquate. La compliance du système est normale et il n'y a pas de caillot dans notre voie artérielle. Ici en C, par contre, on a un phénomène de suramortissement, c'est-à-dire que notre onde de pression, lorsqu'elle va voyager dans notre tubulure et dans le cathéter artériel, elle va rencontrer des obstacles, soit des bulles d'air, soit des caillots qui vont absorber l'onde d'énergie avant qu'elle n'arrive vers le transducteur. Donc ici, on aura une onde qui sera complètement aplatie, avec une pression artérielle systolique qui sera sous-estimée et une pression artérielle diastolique qui sera plutôt surestimée. Alors comment est-ce qu'on peut faire attention à cela? Ben, on peut voir ici euh, avant en fait le début de la mesure. Cet échelon rectangulaire qu'on voit là, c'est ce qui se passe lorsqu'on va effectuer un flush, c'est-à-dire lorsqu'on va purger notre voie. Lorsqu'on va purger notre voie, on aura une remise à zéro, c'est-à-dire on va en fait dire à notre système, voici le zéro de pression par rapport à la pression atmosphérique, et ensuite il va commencer à mesurer les variations de pression. En temps normal, quand on voit ici en B, on devrait avoir une seule oscillation, maximum 2, avant d'enregistrer notre onde de pression qui sera normale. Lorsqu'on a un phénomène de sous-amortissement, c'est-à-dire lorsque notre onde de pression résonne beaucoup trop, eh bien vous voyez ici qu'on a plusieurs oscillations avant d'arriver à la mesure de l'onde de pression. Alors que lorsqu'on a un phénomène de suramortissement, c'est-à-dire que l'onde d'énergie est complètement absorbée, ben ici on n'a pas du tout d'oscillation et on aura directement la mesure de l'onde de pression. Phénomène de damping, on en a deux finalement. On a soit le phénomène de résonance, soit le phénomène de suramortissement. Résonance, c'est-à-dire que l'onde de pression va résonner, elle va rebondir sur les parois de la tubulure qui est très longue et très étroite. Et le suramortissement, c'est-à-dire que l'onde de pression, elle va être absorbée par des obstacles, soit des bulles d'air, soit des caillots au niveau du cathéter artériel. Alors quels sont les différents paramètres que peut mesurer le MostCare, donc la mesure invasive de la pression artérielle? Alors on a soit le delta pp, qui est appelé chez les anglo-saxons Pulse Pressure Variation ou Stroke Volume Variation. Donc pp c'est pression pulsée, donc c'est variation de volume d'éjection physique. Et puis dans ce cas-là, ça va refléter en fait la précharge dépendance, qu'on appelle en anglais de fluid responsiveness, c'est-à-dire est-ce que notre patient va répondre au remplissage ou ne va pas répondre au remplissage. On a le dp sur dt, donc c'est la différentielle de pression par rapport au temps. Et c'est en fait, elle va refléter la contractilité myocardique. Et la norme, c'est entre 0,9 et 1,3 mm de mercure par milliseconde. Et enfin, les résistances vasculaires systémiques qui vont en fait refléter la réponse au vasopresseur. Et la norme, c'est entre 800 et 1400. Alors dans cette présentation, on va s'intéresser surtout à la delta pp, donc c'est la précharge. Alors pour faire court, on va essayer de se rappeler de ce qu'on appelle la courbe de Frank-Starling. Alors ici, ce n'est pas vraiment la courbe de Frank-Starling, c'est une version modifiée de la courbe de Frank-Starling. On sait que la véritable courbe de Frank-Starling, elle va étudier en fait l'étirement de la fibre musculaire et la force musculaire. Ici, on va utiliser une version qui est un petit peu spécifique au cœur. Donc ce sera l'étude du stroke volume, donc du volume d'éjection systolique, par rapport à la précharge. On voit ici qu'on a deux grandes
deux grandes parties ou deux grandes surfaces dans cette courbe. On a une partie ici à gauche de la ligne orange, c'est la partie qui est ascendante, et une partie complètement plane, c'est celle qui est à droite de la ligne bleue. Ça veut dire quoi? À droite de la ligne bleue, on voit que pour une grande variation de la précharge, le volume d'éjection systolique ne va pas bouger. Donc ici, finalement, on est dans ce qu'on appelle la zone de plateau. Et pour une grande variation de la précharge, le volume d'éjection systolique ne change pas. Alors que dans cette zone ici à gauche de la ligne orange, pour une faible variation de précharge, le volume d'éjection systolique va beaucoup changer. Entre les deux, on a la zone grise en gros où on ne sait pas vraiment comment est-ce que le patient va répondre. Alors ça veut dire quoi la précharge dépendance? La précharge dépendance, ça veut dire que si on va remplir notre patient, donc si on va augmenter sa précharge, on va pouvoir augmenter son volume d'éjection systolique, donc finalement son débit cardiaque. Et donc la zone de précharge dépendance, c'est ce qui est à gauche de la ligne orange, et donc c'est quand la variation de stroke volume, donc la variation de volume d'éjection systolique est supérieure à 12%. La précharge dépendance, c'est la capacité du cœur à augmenter le volume d'éjection systolique en réponse à une augmentation de la précharge. Alors, augmentation de la précharge, ça ne veut pas forcément dire quelque chose de physiologique. On peut augmenter la précharge soit en augmentant le retour veineux, et c'est ce qu'on fait en pratique aux urgences lorsqu'on est en état de choc. On va demander au patient de relever ses jambes pour augmenter le retour veineux des membres inférieurs et essayer d'augmenter le débit cardiaque. Donc on fait ça de façon quasiment instinctive. Mais également, lorsqu'on veut remplir notre patient, on essaie de voir est-ce qu'il est en hypovolémie, donc est-ce qu'il va répondre au remplissage ou pas. Maintenant, quelles sont les conditions de validité de la mesure, c'est-à-dire quand est-ce qu'on a le droit d'utiliser la delta pp pour notre évaluation de la fluid responsiveness ou de la précharge dépendance. Alors il faut que le patient soit sous ventilation mécanique et complètement adapté au respirateur. Donc en gros, il faudrait que notre patient soit sédaté, il soit curarisé, il faut qu'il soit adapté au ventilateur sous ventilation mécanique avec idéalement un volume courant qui soit supérieur ou égal à 8 ml par kilo. Il ne faut pas qu'il y ait de ventilation spontanée car sinon on aura des cycles respiratoires qui seront anarchiques et donc on n'aura pas une bonne mesure de notre pression artérielle. Il ne faut pas qu'il y ait d'arythmie ou d'insuffisance cardiaque, qu'elle soit gauche ou droite. Il ne faut pas qu'il y ait de syndrome de compartiment abdominal, sinon on aura une augmentation de la pression intra-abdominale avec diminution du retour veineux. Il faudrait que ce soit une chirurgie à thorax fermé, car si le thorax est ouvert, toute l'onde de pression va s'évacuer par la plaie d'incision de sternotomie. Alors pourquoi est-ce qu'il y a un intérêt chez le patient sous ventilation mécanique? Alors il faut savoir que cette onde de pression artérielle, elle est cyclique. Et elle est cyclique en fait, grâce à notre cycle respiratoire. Lorsqu'un patient est sous ventilation mécanique, c'est une ventilation qui est à pression positive. C'est-à-dire qu'à chaque insufflation, le ventilateur va insuffler une pression positive dans le thorax et à chaque expiration, cette pression positive, elle va être évacuée. Donc à chaque insufflation, à chaque fin d'insufflation, lorsque la pression est maximale dans le thorax, le retour veineux va diminuer. Et on voit ici qu'en fin d'insufflation, eh bien en fin d'insufflation, notre onde de pression artérielle elle est à son minimum. Alors qu'à l'expiration, notre onde de pression artérielle elle est à son maximum. Lorsqu'on voit la différence entre le PP maximal et le PP minimal, la différence entre la pression artérielle systolique maximale, systolique diastolique maximale et la différence entre la pression artérielle systolique diastolique maximale, donc la pression pulsée. Si on fait la différence entre PP max et le PP minimal, on arrive à ce qu'on appelle notre delta PP ou notre variation de pression pulsée selon les rythmes, selon les cycles respiratoires. Donc c'est exactement ce qu'on voit ici. Donc la variation de pression pulsée, c'est la différence en fait entre la PP maximale et la PP minimale qu'on va diviser par la PP moyenne. Donc c'est the pulse pressure variation ou la différence de pression pulsée. Alors pourquoi c'est important? Lorsqu'on est en zone de précharge dépendance, une faible diminution de la précharge à la fin de l'insufflation, donc lorsque la pression positive
administrée par notre respirateur dans la cage thoracique diminue le retour veineux. Donc cette faible diminution de la précharge, elle va entraîner une grande diminution du volume d'éjection systolique et donc de la pression pulsée. Et donc dans ce cas-là, il va exister une grande variabilité de la pression pulsée et on dit que la delta pp est supérieure à 13 lorsqu'on est en zone de précharge dépendance. Alors que lorsqu'on est en zone de précharge indépendance, cette faible diminution de la précharge en fin d'insufflation va entraîner une toute petite diminution du volume d'éjection systolique. Et dans ce cas-là, il va exister une variabilité minime de la pression et donc le delta pp est inférieur à 5%. Précharge dépendance, petite variation de précharge, grande variation de volume d'éjection systolique et donc grande variabilité de la pression delta pp supérieur à 13. Et zone de précharge indépendance, petite variation de précharge, petite variation du VES et donc petite variation de la pression pp, donc delta pp inférieur à 5%. Alors quelles sont les complications d'une voie artérielle? Alors d'abord c'est la thrombose, c'est la complication la plus fréquente et elle va concerner 20 à 50% des patients sous cathéter artériel. L'infection ou le sepsis, rare. L'hématome au poids de ponction à 10%. Alors en Europe et dans les études occidentales, c'est un très rare parce que la voie artérielle n'est posée que par un expert ou alors quelqu'un qui a déjà fait ce genre de manœuvre instrumentale comme les cathéters veineux centraux. Donc en fait l'hématome finalement lié à la dextérité du praticien. L'embolie cruorique ou gazeuse, donc finalement soit on a injecté une bulle d'air dans notre tubure, soit il existait un caillot dans notre artère qui a ensuite migré. L'hémorragie, donc probablement par délabrement de la paroi artérielle, ou encore la migration du cathéter qui est exceptionnelle. Maintenant, comment entretenir une voie artérielle? D'abord le changement de pansement. On n'oublie pas que le cathéter artériel est une porte d'entrée, donc le pansement doit être changé tous les 4 jours dans des conditions d'asepsie chirurgicale qui sont comparables au moment de la pose. Le changement du cathéter va suivre les mêmes recommandations que les cathéters veineux centraux, donc 24 heures si c'est en fémoral, et lorsqu'il y a des signes d'infection, que ce soit de ponction ou alors au point de suture, si c'est une localisation radiale. Pour l'ablation du cathéter, elle doit se faire toujours dans des conditions d'asepsie chirurgicale, dans les mêmes conditions que la pose, avec compression manuelle pendant 5 à 10 minutes, plus longuement s'il y a des troubles de l'hémostase, et plus longuement si on est dans un abord fémoral, car l'onde de pression en fémoral est plus grande et elle est plus vigoureuse que lorsqu'on a un abord radial. Alors quels sont les points à retenir? La pression artérielle invasive, c'est donc une mesure plus précise de la pression artérielle. Elle permet un meilleur monitoring de l'hémodynamique du patient. L'artère radiale, c'est en fait l'abord vasculaire préférentiel. L'abord fémoral constitue la voie d'urgence. La courbe de pression doit varier selon l'âge et la compliance artérielle. Plus le patient est âgé, s'il est hypertendu, s'il est diabétique, on aura une courbe qui sera beaucoup plus élargie. En ventilation mécanique, chez un patient qui est adapté au ventilateur et sans spontané, le delta pp est un bon indicateur de la précharge dépendance. Donc s'il est supérieur à 13 et que le patient est précharge dépendant, il est hypovolémique. S'il est inférieur à 5%, dans ce cas-là, le patient est précharge indépendant. Il est au niveau de la zone de plateau de la courbe de Frank-Starling. Les complications sont rares mais graves. Voici les références bibliographiques et je vous remercie.